On parlait de projet Voilà. 5 justement tantôt, je pense. Merci beaucoup de partager. Euh, Nous allons donc débuter. Bonjour à toutes ceux et celles qui se sont jointes à nous. Je me présente Nadia Villeneuve. Je suis bibliothécaire responsable de l'éducation ouverte et des REL à l'Université Laval et également la coordonnatrice de la Fabrique REL. Aujourd'hui, on vous accueille et puis j'ai le plaisir d'être la co-organisatrice du mois de l'éducation ouverte avec ma collègue Marianne. Un vendredi de notre troisième semaine d'activité, notre dernière de la semaine. Eh bien, vous le savez maintenant, hein, c'est une programmation du mois de l'éducation verte qui se veut collective et réunit des universités et des organisations francophones autour d'un même sujet, cultiver l'ouverture. Ce thème nous invite à réfléchir à la manière dont nous créons, partageons et transformons les savoirs. C'est sans doute ce que vous allez voir aujourd'hui avec la présentation de M. Melançon. Il met en lumière l'importance de pratiques pédagogiques qui dépassent les frontières institutionnelles, disciplinaires et, vous le constaterez, géographiques. Aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'explorer des perspectives inspirantes, d'échanges sur les initiatives concrètes et de découvrir des projets porteurs qui enrichissent la grande conversation mondiale autour de l'ouverture en éducation. Je vous partage de nouveau la programmation du mois de l'éducation ouverte. Hein. Vous le savez, la semaine prochaine, il reste encore des activités. Je vous invite à aller les regarder. Et sinon, bien, installez-vous confortablement pour écouter M. Melançon et n'hésitez pas à partager vos expériences, à poser vos questions et échanger autour de ce thème que vous allez découvrir aujourd'hui. Alors, je vous laisse la parole, M. Melançon. Merci beaucoup, Nadia. Merci à vous pour l'invitation à ce mois de l'éducation ouverte qui bat son plein, qui est très chouette d'ailleurs, que j'ai participé à quelques activités, puis ça se présente très bien. Je vous accueille aujourd'hui dans un récit d'expérience, un partage d'expérience autour de l'utilisation de Wikipédia dans l'enseignement, entre autres. Je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke en communication et en histoire. Et j'utilise en fait des contributions dans Wikipédia par les étudiantes et les étudiants dans le cadre du cours. Et je vais vous expliquer un peu quelle est la marche à suivre de tout ça. Comme je disais, c'est vraiment un partage d'expérience, c'est pas une méthode scientifique ou ni un projet d'innovation pédagogique comme tel. C'est une expérience que j'ai introduite dans le cadre de mes cours depuis quelques années. Au départ, je vais l'expliquer tantôt, c'est vraiment au début pour initier les étudiantes et les étudiants, entre autres, aux compétences numériques, aux compétences informationnelles, dans le cadre d'un cours sur principalement les applications numériques bureautiques. Donc, on parle ici de traitement de texte, d'outils de gestion bibliographique comme Zotero, d'outils de gestion de données comme Excel, d'outils de présentation comme PowerPoint. On a également des notions sur qu'est-ce que c'est qu'une image numérique, la littératie visuelle. Je donne cette formation-là depuis presque 20 ans à l'Université de Sherbrooke. Puis, au début des années 2020, j'ai commencé à expérimenter un petit peu avec Wikipédia en me disant, ben, tous les sites de formation, en fait, qui étaient nécessaires pour l'apprentissage de ces applications numériques-là, mais je trouvais qu'ils pouvaient se transférer un petit peu dans Wikipédia. Donc, j'ai commencé à introduire, si on veut, Wikipédia dans les programmes en communication et en histoire. Ces cours-là se donnent, si on veut, habituellement en première année ou en deuxième année, selon en communication et en histoire. Et c'est vraiment une introduction, c'est vraiment comme une initiation, si on veut, aux applications numériques, dans le but aussi de parfaire les compétences des étudiantes et des étudiants dans la présentation des travaux, dans l'analyse de données statistiques, et ainsi de suite. Les sites de formation de ces cours-là, depuis même les tout débuts, c'est vraiment depuis le début, c'est comment on arrive du cégep, entre autres, et on commence, si on veut, à rehausser un peu la qualité de nos travaux si jamais on avait plus ou moins été exposé à l'utilisation des applications numériques, les guides de présentation des travaux, les normes de présentation APA bibliographiques. Donc, pour la grande majorité des étudiants, on a comme un peu le préjugé, en tout cas,
préjugé favorable que les étudiantes et les étudiants sont très à l'aise avec les outils numériques. Puis on constate, en tout cas, au fil des années, comme je le disais tantôt, ça fait quand même plusieurs années que j'accompagne les étudiantes et les étudiants dans l'apprentissage des applications Word, Excel et PowerPoint. Et bon, il y a quand même un petit peu de consolidation de connaissances à faire. Ne serait-ce que pour choisir les bonnes applications. Donc, on a souvent un peu l'impression que les étudiantes et les étudiants ont grandi avec Word dès leur plus jeune âge, dès le primaire, dès le secondaire. On constate que parfois, mais, ils sont peut-être à l'aise avec un téléphone lorsqu'il est temps d'utiliser leur ordinateur portable pour produire des travaux selon des règles présentées par les départements et les facultés. On a un petit peu plus d'accompagnement à faire. Donc, les sites de formation de ces cours-là, comme je le disais, c'est comment bien présenter des travaux, comment bien citer également des ressources. Et par exemple, dans le programme de communication, le cours que j'enseigne s'inscrit également de pair avec un autre cours qui s'appelle Gestion documentaire, qui présente en fait les ressources documentaires des bibliothèques aux étudiantes et aux étudiants des programmes en communication pour qu'ils puissent, entre autres, au-delà de faire la rédaction, mais d'être capable également d'aller chercher des ressources qui viennent appuyer leurs travaux, leur argumentation. Donc, souvent, c'est un premier pas dans la présentation des travaux. Puis après ça, on commence à aller un petit peu plus en détail, par exemple, dans l'utilisation d'Excel, comment aller chercher des données statistiques, comment manipuler des données. Là, vous allez voir, tantôt, je vais faire un peu le lien aussi avec tout ce qui concerne Wikipédia, Wikidata et différentes applications de cette plateforme-là. Aussi, tout aussi bête, on a comme l'impression que les étudiantes et les étudiants ont comme fait des présentations PowerPoint sur leurs animaux de compagnie dès qu'ils étaient au plus jeune âge, donc une présentation sur les hamsters, sur leurs chiens, etc. Mais on constate également qu'une présentation PowerPoint, ça va au-delà de juste utiliser PowerPoint et maintenant de plus en plus Canva. Donc, au-delà de la suite Microsoft 365, mais il y a également comment choisir des bonnes applications numériques. Et donc, au fil du temps, j'ai commencé à introduire, entre autres, l'utilisation de Wikipédia et de tout ce qui est un peu la philosophie, si on veut, de travail collaboratif et de partage de connaissances avec Wikipédia. Donc, comme je disais tantôt, ça fait environ 5 ans que j'ai introduit l'utilisation de Wikipédia dans les cours. Et le but est tout simple, c'est vraiment de développer les compétences numériques et informationnelles. Puis, vous allez voir tantôt dans le déroulement de l'approche pédagogique, on y va de façon très large pour ne serait-ce que c'est tout bête, mais parfois juste comment garder une hygiène informatique saine sur son ordinateur personnel jusqu'à si on veut commencer à récolter des ressources par le biais, par exemple, d'une application comme Zotero. Et là, je suis très content parce que Jean-Michel est avec nous. Et souvent, en introduction à l'utilisation de Wikipédia dans mes cours, j'ai cette magnifique vidéo qui a été produite par l'UQAM, que j'utilise. Et là j'en parle parce que c'est tout frais à ma mémoire. Justement, la semaine dernière, je présentais, c'était comme la formation préalable aux contributions à Wikipédia. Et ce cher Jean-Michel Lapointe, qui est maintenant conseiller pédagogique à l'UQAM, et pour moi, si on veut, la synthèse de l'utilisation de Wikipédia, juste pour mettre en contexte, tantôt on en parlait à l'introduction, puis on a souvent l'impression que Wikipédia est un petit peu le mal-aimé des ressources, probablement aussi mal compris. Donc, je pense en introduction, quand même, c'est important de présenter qu'est-ce que c'est que Wikipédia. Et je tiens vraiment à prendre ce moment-là. Il est 11h11, comme le timing est bon. C'est une courte vidéo qui a été produite par l'UQAM qui porte sur la citoyenneté numérique, qui est super. Donc, une série de 5 vidéos. Je veux la mettre en contexte parce que les autres thématiques sont tout aussi intéressantes sur la désinformation, sur l'identité numérique. Et dans cette vidéo-là, je trouve que pour présenter Wikipédia, parce qu'il existe plein de ressources sur Wikipédia qui sont disponibles en ligne, plusieurs sont produites par Wikimedia France. Donc, parfois, le contexte est peut-être un petit peu moins à propos pour notre contexte québécois, mais celle-ci est produite par l'UQAM. Elle est assez récente aussi, puis je veux juste vous la présenter pour prendre le temps de voir un peu quelle est l'implication de Wikipédia également dans notre écosystème universitaire. Donc, je vous lance ça, j'espère que ça va bien marcher. Oui.
T'en as un petit Donc, en peu? fait, en résumé, puis porter une attention également parce que Mmh. il y a à la fois l'utilisation de Wikipédia dans le domaine universitaire, mais il y a également aussi un portrait de Wikipédia au niveau francophone que Jean-Michel fait dans la vidéo. Et je trouve ça intéressant parce qu'en même temps, j'aborde cet aspect-là dans les cours en leur disant vos contributions à Wikipédia, au-delà de simplement comme expérimenter la plateforme, mais contribuent également, si on veut, au savoir francophone. Je pense que ça fait partie un peu aussi de l'initiative du mois de l'éducation ouverte, de pouvoir dire également, vous contribuez au savoir anglophone. Et j'ai souvent cette question-là des étudiantes et des étudiants qui me disent, ouais, je peux-tu contribuer en anglais? Je peux aller chercher des sources en anglais? Je fais comme, j'aimerais ça que quand même vous puissiez porter une attention particulière sur aller chercher des contenus francophones pour pouvoir justement enrichir les articles francophones dans Wikipédia. On va y arriver, Jean-Michel. Wikipédia, c'est utile parce que c'est une synthèse. Donc, quand on veut comprendre les grandes articulations d'un sujet, d'aller consulter l'article Wikipédia, c'est un bon point de départ, mais ça ne devrait pas être un point d'arrivée, là. Le mot wiki, ça vient de lawayer, ça veut dire rapide. Et donc, dans l'idée même de créer Wikipédia, il y a l'idée de créer un ouvrage encyclopédique qui puisse tabler sur l'intelligence collective des gens, et ce, rapidement. Wikipédia, on trouve de tout parce que c'est une encyclopédie. Et l'idée même d'une encyclopédie, c'est d'être une porte d'entrée vers le savoir, vers tous les types de savoirs possibles. Puis on trouve encore plus de choses dans Wikipédia qu'on en trouve dans une encyclopédie classique parce que, étant donné que ce sont des amateurs qui contribuent à créer Wikipédia, les gens ont toutes sortes d'intérêts. À l'heure actuelle, il y a 2 300 000 articles dans Wikipédia en français, 6 millions en anglais. Et d'ailleurs, Wikipédia existe en 300 langues. Il y a une culture éditoriale dans Wikipédia, donc il y a des mécanismes pour créer l'information. Et un des mécanismes les plus importants, c'est de s'assurer que l'information soit vérifiable. On ne peut pas ajouter quelque chose si on n'a pas de source qui est externe à Wikipédia. On veut que l'encyclopédie soit neutre. En fait, on ne parvient jamais à la neutralité, on peut juste toujours essayer de l'améliorer. C'est d'avoir le plus de perspectives possible sur un même sujet. Puis on valorise surtout les sources universitaires, scientifiques, ou les sources des grands médias de tous les pays du monde. En principe, tout le monde peut contribuer à Wikipédia, mais dans les faits, il y a des caractéristiques qui se dégagent, là. Moi, je suis un peu l'archétype du contributeur de Wikipédia. D'abord, je suis un homme, et la majorité des gens qui contribuent à Wikipédia, ce sont des hommes, des personnes scolarisées, qui sont habiles technologiquement, qui habitent dans les pays du Nord industrialisés. Moi, je coche oui à tous ces critères-là, puis aussi qui ont le temps. Contribuer à Wikipédia, mais on n'est pas rémunéré. C'est comme ça qu'on s'assure de l'indépendance des personnes. Il faut avoir le vouloir, il faut aussi avoir un certain intérêt. Je me soucie beaucoup de la qualité du contenu sur la société et la culture québécoise. Donc, moi, c'est motivateur pour moi de contribuer. Plus on va diversifier les contributeurs et contributrices de Wikipédia, plus on va pouvoir avoir des perspectives différentes sur le monde. Et donc, si on veut faire un projet universel d'encyclopédie, il va falloir éventuellement que les Africains nous racontent leur histoire de leur point de vue et non pas celui du point de vue des Européens. Le doute qu'on pourrait dire qu'ont les universitaires vis-à-vis de Wikipédia, il s'explique de plusieurs manières, mais notamment par le fait que Wikipédia, c'est pas scientifique. À l'université, on préconise les sources qu'on va dire évaluées par les pairs, donc des spécialistes ont évalué d'autres spécialistes, alors que dans Wikipédia, le modèle éditorial est complètement différent. On va publier d'abord et on va filtrer ensuite. Donc, c'est comme un renversement. La culture éditoriale à Wikipédia est différente de celle du milieu universitaire, et souvent les universitaires méconnaissent un peu le fonctionnement interne de Wikipédia. Les gens qui contribuent à Wikipédia n'ont pas la prétention de faire des découvertes. On est là pour finalement faire la synthèse du savoir qui a déjà été validé ailleurs. Et à partir du moment où on comprend ça, on comprend que dans le milieu universitaire, c'est une source qui est super importante. Consulter les encyclopédies, c'est super utile, mais jamais on devrait citer une encyclopédie. Wikipédia, pas plus qu'une autre. Les chercheurs sont pour le partage, mais il faut qu'ils passent par des maisons d'édition. Et les maisons d'édition, elles, leur savoir, ils font de l'argent avec. C'est une marchandise. Et c'est là où il y a un problème. C'est en train de changer tranquillement. Puis il y a plein de revues, à l'heure actuelle, des revues savantes, qui adoptent de plus en plus des licences libres, un peu comme Wikipédia. Et ça fait en sorte que tout le monde y a accès gratuitement. Et donc, c'est une évolution, je pense, qui est souhaitable. C'est-à-dire, dans Wikipédia, on s'est donné des règles communautaires pour finalement gérer le bien commun qu'on crée. Mais les universitaires font exactement la même chose. Ils
se réapproprient leur revue, ils se réapproprient les infrastructures de diffusion du savoir pour faire en sorte que tout le monde puisse participer à la science puis au savoir et que ce ne soit pas juste les gens fortunés qui ont des privilèges, qui ont l'accès à de l'argent pour pouvoir se payer des choses. J'ai l'impression que Wikipédia peut être un modèle pour le milieu universitaire. Et non seulement en principe, mais dans les faits. Voilà. Votre micro. Je ne saurais mieux dire, Jean-Michel. Donc, c'est vraiment c'est un peu cette capsule-là qui est un peu l'amorce des 2 cours qui portent sur Wikipédia dans la formation que je donne. Et après ça, je pose des questions un peu aussi aux étudiantes et aux étudiants sur qu'est-ce qu'ils retiennent de cette vidéo-là. Il y a beaucoup de choses, c'est quand même assez chargé pour susciter des discussions. Je vais juste repartager ma présentation. Et entre autres, ce qui est la question aussi des publications scientifiques par les étudiantes qui, souvent dans leur parcours, quand ils arrivent en première année au bac, par exemple, sont peut-être moins sensibles à ça, de comprendre que s'ils vont à la bibliothèque consulter des ressources documentaires, il y en a qui peuvent être payantes, il y en a qui peuvent être gratuites. On n'a pas accès nécessairement à tout, selon les disciplines et tout. Donc, de pouvoir en fait, c'est ça, les sensibiliser un peu à cet aspect-là, je trouve que c'est comme vraiment la porte d'entrée que Jean-Michel nous permet d'accéder. Donc, les étapes pour, si je vais vraiment dire dans l'activité de formation, vous voyez toujours mon écran? Parfait, OK. Et là, j'en parlais parce que je suis à même de donner cette formation-là dans ces dernières semaines. Je disais tantôt, la vidéo de Jean-Michel introduit en fait une formation initiale à Wikipédia et à ses règles pour pouvoir justement expliquer qu'est-ce que c'est que Wikipédia, déboulonner un peu les préjugés qu'on avait préalablement, comprendre en fait, une des premières questions que je pose avant même de présenter la vidéo de Jean-Michel, c'est est-ce qu'on est capable d'identifier les auteurs dans Wikipédia? Et plus souvent qu'autrement, les étudiants disent non, c'est comme genre un monsieur Wikipédia qui écrit ou on ne sait pas trop qui écrit derrière en fait tous ces articles-là. Et là, on commence, si on veut, à décortiquer un peu qu'est-ce que c'est que l'encyclopédie Wikipédia, d'aller, par exemple, dans l'historique, d'aller voir un peu les sujets. On fait des recherches également juste dans un moteur de recherche courant dans Google et on voit, entre autres, que les résultats de recherche qui sont proposés plus souvent qu'autrement. On a soit le site officiel, par exemple, du concept ou de la personnalité qu'on explore, ou on voit également dans les résumés que Wikipédia est là. Donc là, ils commencent à comprendre, bon, Wikipédia a une place quand même assez prépondérante dans notre écosystème d'information comme universitaires, mais également comme jeunes adultes qu'ils sont dans leur jeune vingtaine. Et à partir de ça, on commence à voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière Wikipédia, depuis quand ça existe. J'essaie de comprendre également quelles ont été les informations qu'ils ont eues à travers leur parcours scolaire sur pourquoi ils n'utilisaient pas, par exemple, Wikipédia. Donc, soit ils disent au cégep, c'est interdit d'utiliser Wikipédia, et Jean-Michel le dit dans la vidéo. En fait, on ne cite pas une encyclopédie, mais ça peut devenir un bon point de départ pour explorer un sujet. Donc, ça, c'est un peu, si on veut, l'introduction. Puis après ça, je leur dis, au-delà, si on veut, d'aller chercher l'information qui est comme un peu académique pour vos cours, sachez que vous pouvez vous-même, si on veut, contribuer aussi à Wikipédia en disant que tous les sujets que vous avez sont, si on veut, valides. Jean-Michel, encore une fois, le mentionne dans la vidéo. Donc, lorsqu'ils ont compris que n'importe qui peut être à l'origine, contribuer à un article, là, ils réalisent, OK, on peut, si on veut, aller un petit peu plus loin dans notre, si on veut, dans la concrétisation d'un travail. Donc, au lieu de faire un travail imprimé sur 8,5-11 que le personnel enseignant va détruire probablement 2 ans après l'évaluation, mais là, vous allez vraiment laisser une trace dans Wikipédia. Donc là, ils ont un petit peu, une réaction en disant, bon, OK,
Là, si j'écris quelque chose, est-ce que je vais briser Internet? Puis là, je leur dis, mais non, peut-être pas Kim Kardashian, on sortit un petit peu. Mais je leur dis quand même qu'ils ont un impact et que ce qu'ils vont donner comme information va, si on veut contribuer d'une part au savoir mondial, vont peut-être éventuellement se retrouver dans l'IA générative également. Puis ils font comme, ah ouais, OK. Mon petit geste peut avoir, si on veut, une portée plus grande que simplement un travail académique avec M. Mélenchon. Je fais, ouais, quand même, pas pire. Donc, ce travail-là, en fait, souvent se résume. Et là, en fait, aussi, mon initiative a évolué un petit peu au fil des années. Je pense que les premières années que je faisais le travail, je leur demandais une dizaine de contributions, juste pour voir un petit peu jusqu'où ils étaient capables d'aller. Au départ, également, leur contribution était essentiellement faite en dehors des heures d'enseignement. Donc, c'était comme un travail pratique qu'ils avaient à faire pendant une semaine ou deux à la maison, tranquillement, explorer un petit peu Wikipédia, puis après ça, contribuer, puis nous soumettaient ensuite leur page de contribution pour que je puisse faire l'évaluation. Et aussi, depuis le début, comme je résumais tantôt dans le développement des compétences numériques, j'ai quelques cours qui portent sur les images numériques, sur comment on cite une image numérique, c'est quoi les droits d'auteur également sur une image numérique. Et je leur demande également de déposer 1 à 3 images dans Wikicommons. Donc, pour documenter également leur monde, documenter leurs intérêts, etc. L'activité de contribution à Wikipédia, je n'impose pas de sujet non plus. Donc, ils peuvent choisir le sujet qu'ils veulent. D'où, là, si vous commencez à réfléchir un petit peu, d'où le titre de la présentation que vous avez aujourd'hui. Donc, ce travail-là, cette première activité de contribution-là, se situe à la fin du trimestre. Donc, pour consolider les compétences de mise en forme de texte, de Word, un petit peu la mise en forme de données statistiques. Donc, souvent, je vais leur suggérer d'aller chercher, par exemple, les données statistiques de population à Statistique Canada. Donc, je dis tout le temps, vous vivez toutes dans une ville, vous provenez d'une ville, d'un village, allez vérifier si l'article Wikipédia a les données à jour, par exemple, sur les populations. Donc, je leur donne aussi quelques suggestions pour leur sujet. Vous allez voir tantôt que les sujets parfois dépassent, si on veut, les suggestions. Donc, l'activité de contribution se résume essentiellement à ces gestes de la part des étudiants. Depuis 2 ans, j'ai changé un petit peu la formule. Donc, au préalable, je disais que les étudiantes et étudiants pouvaient faire le travail à la maison à leur rythme. Ce que j'ai introduit dernièrement, c'est doivent se préparer d'avance. Donc, une espèce de travail de recherchiste. Pour la majorité des étudiantes et des étudiants, c'est donc se préparer d'avance, choisir les sujets, explorer Wikipédia, identifier, si on veut, leur champ d'intérêt pour ensuite préparer du contenu d'avance. Donc, préparer leur contribution. Souvent, je demande environ une phrase. Donc, c'est une phrase factuelle dans laquelle on présente, je leur dis tout le temps qui, quoi ou quand. Donc, une contribution, actuellement, c'est une phrase, une source, pour justement appuyer, si on veut, tout ce qu'ils vont faire comme contribution dans Wikipédia. Donc, depuis l'année dernière ou il y a 2 ans, ce que je leur demande, c'est vraiment de se préparer en amont pour participer, si on veut, à la formule d'un Wikiton. Donc, où est-ce qu'ils arrivent, si on veut, à la plage horaire du cours habituel, ou où est-ce qu'ils ont 3 heures pour faire leur contribution. Ce qui a changé un petit peu la dynamique, donc ce qui suscite beaucoup de questions en disant mais comment je me prépare, comment je peux faire pour arriver prête et prêt pour pouvoir être, si on veut, mal prise à l'activité. Puis, ce qui crée aussi une espèce d'événement, ce qui est quand même assez chouette. Donc là, je ramène du chocolat, des bonbons, puis là, ils arrivent, ils sont tout excités, puis donc, s'ils arrivent bien préparés, en fait, l'activité se passe relativement bien. S'ils n'arrivent pas bien préparés, donc si leur travail, si on veut, préalable de recherche bibliographique, leur préparation n'est pas suffisamment avancée, ben là, ils arrivent puis disons qu'ils ont un petit peu chaud. Ce n'est pas nécessairement le chocolat qui leur donne un sugar rush. C'est vraiment, ils arrivent puis ils se mettent à chercher des références, ils se mettent à chercher des sources. S'ils n'ont pas préparé leurs photos d'avance, ben, ils commencent à chercher sur leur téléphone des photos. Puis donc là, je suis là en appui pendant le Wikiton, justement, pour voir si tout va bien ou si tout va plus ou moins bien. Ce qui donne finalement, au final, une activité qui est très, très, très dynamique. Donc, il y a une espèce de brouhaha dans la classe. Puis
Ce que j'ai introduit également, c'est dans les nouvelles fonctionnalités. Je le présenterai peut-être pas nécessairement aujourd'hui parce que le temps est un petit peu court, mais depuis 2 ans sur Wikipédia, il y a ce qu'on appelle les dashboards qui permettent de voir, si on veut, pratiquement en temps réel, les contributions d'un groupe. Donc, ce que je leur demande, c'est de s'inscrire à ce dashboard, un tableau de bord, autrement dit. Et là, on est capable de voir, en fait, le classement des personnes qui font le plus de contributions, les personnes qui vont... On voit les sujets aussi qui bougent pratiquement en temps réel donc là, je fais un peu mon commentateur sportif en disant, et là, on a Debbie Lynch-White qui connaît une progression fulgurante et qui se positionne au 2e rang, suivi tout de suite après le pique-nique électronique qui a vraiment une rafale de 12 contributions. Donc, ça ajoute un petit peu à l'effet du Wikiton. Et c'est pour ça que je dis que le Wikiton, si on veut, est un petit peu plus dynamique. Et ça permet également de voir un peu, pour moi, mais également pour tout le groupe, quels sont les sujets d'intérêt de cette jeunesse folle qui sont en début de parcours académique. Donc, si je reviens à l'énoncé initial, je leur demande en fait de choisir les sujets qu'ils souhaitent. Et là, même pour eux autres, c'est un petit peu déstabilisant. Ils disent, là, je peux parler de n'importe quoi. Je dis, oui, mais qui suis-je? Puis ils me disent tout le temps, qui suis-je si on veut pour parler, si on veut, d'Alicia Moffett? Je dis, je sais pas trop, mais c'est quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies, probablement que tu consultes sur les médias sociaux. Puis je leur dis tout le temps, vous êtes, si on veut, peut-être les meilleurs spécialistes pour parler des sujets de vos intérêts, plus que probablement vos parents ou que n'importe qui d'autre. Donc, c'est ça qui devient intéressant. Puis ils font comme, ah, OK, donc je peux parler d'occupation double. Je suis comme, oui, tu peux parler d'occupation double, mais dans la mesure du possible que vous êtes capable d'ajouter une source. Donc, toutes les contributions qu'ils font doivent toujours être sourcées. Et c'est là qu'aussi pour les programmes en communication, je trouve ça d'autant plus pertinent parce qu'ils voient également, si on veut, l'écosystème, si on veut, des médias, des grands médias, qui leur permettent de voir, puis ils font comme, je fais comment pour trouver une source? Prenez un artiste, une personnalité, et vous allez comprendre qu'une personnalité, lorsqu'elle lance un nouvel album, elle lance un livre, il va probablement avoir des communiqués de presse. Ces communiqués de presse-là qui vont être disséminés dans les médias. Et si vous faites une recherche, je donne un exemple cette semaine de Philippe B., qui est un artiste, auteur, compositeur, interprète, qui a lancé un album la semaine dernière. Puis on fait juste regarder les différents médias, de voir la presse, Radio-Canada, Journal de Montréal, et Philippe B. a un article dans chacun de ces médias-là. Donc, c'est des sources qui servent en appui, finalement, à leur contribution. Puis là, ils font comme, ah, OK, donc c'est pas si compliqué que ça, de trouver des sources. En fait, genre, si vous avez votre sujet, mais après ça, vous allez juste comme aller chercher des sources pour appuyer ce que vous allez dire. Donc, ça, c'est la partie vraiment recherche bibliographique et préparation. Ensuite de ça, il faut aussi les initier, si on veut, aux principes fondateurs de Wikipédia qui explicite en fait que tout ce qui est ajouté à Wikipédia doit être de nature, si on veut, encyclopédique. Donc, je leur donne un exemple. Est-ce que un fait divers à Sherbrooke est de nature encyclopédique? Puis ils font comme, je ne sais pas, ça dépend. Il dit, c'est ça, il faut voir justement si vos contributions sont suffisamment, si on veut, importantes pour être ajoutées à Wikipédia. On voit également que, et ça revient assez souvent, que souvent ils ont l'impression qu'une ressource, c'est le site officiel, par exemple, d'une personnalité, d'une organisation, d'une entreprise. Par exemple, j'en suis pas très fier, mais j'ai failli faire fermer la page Wikipédia de l'Université de Sherbrooke à mes premières expériences. Parce que les étudiantes et les étudiants se sont mis, si on veut, à ajouter comme source l'Université de Sherbrooke, alors qu'on ne peut pas s'auto-citer. Je vois comme tout le monde qui font comme vraiment, oui, il y a vraiment des éditeurs, des éditrices qui sont. Donc, dans la discussion, et ça, je leur montre également dans les outils de discussion de Wikipédia, que j'ai eu, entre autres, beaucoup de réprimandes d'éditeurs français qui me disaient là, qu'est-ce qui se passe avec l'Université de Sherbrooke? Là, on va fermer la page parce qu'elle semble être sous une attaque. Puis je fais comme, ouais, l'attaque, je pense que c'est moi, le caporal ou le général qui est en train de lancer environ 80 à 100 personnes à ajouter des informations sur Wikipédia. Donc, moi-même, j'ai appris beaucoup par cette expérience-là. Et eux-mêmes aussi ont appris de cette expérience-là que dans les principes fondateurs de Wikipédia, on ne peut pas, si on veut, s'auto-citer ou citer, si on veut, la référence. Donc, ça prend tout le temps une source secondaire ou tertiaire. Donc, cette notion-là est quand même assez intéressante. Et pour eux, encore avant hier, il y avait comme donc des étudiants qui voulaient travailler, je ne sais pas moi, sur
la gestion énergétique, puis il me dit, ah, Trans Mountain, est-ce que c'est une bonne source? Je fais comme, selon toi, est-ce que Trans Mountain est une source qui a un biais, qui a des intérêts commerciaux, ou est-ce que c'est une source qui est plus neutre? Donc, ça pose des bonnes questions et de pouvoir en discuter en classe, je trouve que c'est quand même. Donc, dans la formation initiale, on aborde beaucoup ces choses-là. Et après ça, lorsqu'on arrive lors du Wikiton, ben là, si on veut, sont mieux préparés pour faire leur contribution. Est-ce qu'il y a des questions jusque pour le moment? Il nous reste environ 10-15 minutes. Mais le processus, si on veut, fait un peu le tour de ça. Et ensuite, pour l'évaluation, ben, en fait, mes critères d'évaluation, principalement, c'est le, le style rédactionnel, donc encyclopédique, donc pas de superlatifs, ainsi de suite. La source, est-ce qu'elle est fiable? Souvent, je fais la recommandation d'aller chercher des sources francophones également, sources variées. Donc, dans les contributions, ils doivent, par exemple, s'ils ont 25 contributions à faire, je leur demande de trouver 25 sources différentes. Donc, ils ne peuvent pas réutiliser une même source, même si c'est le même sujet. D'où un peu la démonstration que je leur disais, si vous prenez un artiste ou une personnalité, ben, citez Le Devoir, La Presse, Radio-Canada, qui finalement, chacun des journalistes a une couverture qui lui est propre, mais le message souvent va rester un petit peu le même. Il y a Véronique qui aurait une question. Oui. Ça m'étonne. Ben ouais, hein, j'ai jamais de questions, moi, dans la vie. Je me posais la question, parce que le Wikiton, tantôt, tu disais une phrase pour la contribution à peu près, là, avec une source par phrase, mais le Wikiton, c'est qu'ils en font plusieurs dans ce 3 heures-là des contributions. Comment, juste peut-être préciser combien à peu près en 3 heures ils doivent en faire. OK, c'est que c'est vraiment 20 à 30, puis par contribution, c'est une phrase avec une source. Ouais. Fait que c'est pour ça que tu disais que s'il arrive pas préparé, ça peut mal virer, là. Fait que dans le fond, Ouais. OK, c'est normal. OK, ben, je comprends mieux, là. Oui, c'est ça. Et détail aussi intéressant, il arrive parfois que les étudiants se font scooper. Donc, j'ai eu une situation à un moment donné que l'année dernière, entre autres, c'est tout bête, là, mais on avait eu l'élection du nouveau recteur à l'Université de Sherbrooke et un étudiant s'est dit tout bonnement, je vais aller ajouter sur la page de l'Université de Sherbrooke l'ajout de M. Perrault. Et lorsque l'étudiant est arrivé pour le faire, il était déjà là. Il n'était pas content. Il a même porté plainte au département. Donc, moi, j'ai eu ma directrice de département qui m'a dit, là, Alain, il y a des étudiants qui, dans ton cours de Wikipédia, sont très fâchés parce qu'ils avaient tout préparé dans le matériel d'avance, puis ils sont arrivés, puis les contenus étaient déjà là. Je dis, ben oui, mais si une personne fait un travail journalistique, on appelle ça se faire scooper. Puis elle a comme fait, ah oui, je comprends. Donc, puis après ça, j'ai expliqué aussi l'initiative, puis c'est intéressant, c'est vraiment bien appliqué pour le département. Donc, moi, je leur dis également, préparez-vous plus de contributions également. Et de pouvoir aussi diversifier vos sources. Fait que là, c'est beaucoup de préparation. Donc, ils sont beaucoup dans l'anticipation en disant ça va mal aller. Puis je leur dis non, c'est comme préparez-vous d'avance. Puis vous allez. Qui est beaucoup de travail, si on veut, dans les médias, de pouvoir arriver à faire une entrevue, faire un pitch. Donc, ils doivent, si on veut, se préparer d'avance. Donc, c'est assez cohérent également dans les finalités de formation en communication. Oui, puis là, j'avais des étudiants cette semaine qui voulaient, entre autres, faire une couverture de Milan, des Jeux olympiques de Milan, en disant on va aller ajouter les athlètes de l'équipe Canada. Puis il y en avait une qui me disait là, dis-le pas trop fort, sinon il va y avoir d'autres personnes qui vont le prendre et tout. Donc, il y a ce petit aspect-là aussi qui est quand même assez à considérer, qui pour eux ont comme l'impression que si je manque 3 contributions, je vais perdre 3 points. Puis je suis comme, ben non, Wikipédia, c'est tous les savoirs que vous pouvez écrire sur à peu près n'importe quoi. Et je leur donne également l'exemple, parce que dans beaucoup de Wikitons, dans certaines initiatives de Wikiton, on voit certains enseignants, certains musées ou certaines organisations qui vont imposer des sujets. Donc, moi, je leur dis, si, par exemple, je vous avais demandé d'aller contribuer sur, je ne sais pas, les figures marquantes féminines de la politique québécoise, probablement que là, ça deviendrait les contributions, les sources commenceraient peut-être un petit peu plus en compétition parce que vous êtes tous un peu dans la même table, mais là, vous allez, si on veut, de l'île aux coudes jusqu'à Hochelaga. Donc, vous avez, si on veut, tout le champ des possibles, tout le fleuve, toutes les îles, si on veut, du fleuve pour y arriver. Donc, au niveau des retombées
pour l'apprentissage, comme je disais tantôt, c'est une activité de formation qui regroupe en fait tout ce qu'on a vu au préalable, je disais tantôt, donc toutes les applications numériques qu'ils voient pendant le trimestre, si on veut, sont appliquées dans cette dernière activité-là. La prochaine chose que j'aimerais faire éventuellement, j'ai presque tenté de le faire cette année, ce serait de contribuer à Wikidata. Donc, leur faire comprendre qu'au-delà de l'information textuelle qu'on retrouve dans Wikipédia, il y a moyen également, si on veut, de découper toute cette information-là et d'aller la déposer dans Wikidata pour pouvoir favoriser, si on veut, une réutilisation après. Donc, de comprendre cet aspect, si on veut, tabulaire de l'information à laquelle ils n'ont pas souvent été exposés lors de leur parcours académique. Une autre tombée également, c'est la motivation qui est renforcée par la visibilité publique. Là, comme je disais tantôt, on ne veut pas qu'ils brisent Internet, donc souvent ils sont comme un peu stressés en disant, mais là, je peux-tu comme effacer la page? Je dis, oui, tu peux effacer la page, mais on s'est pratiqué d'avance, vous allez être capable de le faire. Puis en même temps, après ça, vous pouvez dire que vous avez contribué à tel ou tel article dans une discussion, dans un 5 à 7. Là, ça paraît tout le temps assez bien quand même. Une des retombées également de l'apprentissage, comme je disais tantôt, c'est le partage des connaissances en lien avec leurs intérêts. Puis ça, je pense, c'est relativement bien apprécié parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent me voir, par exemple, pendant la pause, puis disent, là, tu sais, je tripe vraiment sur tel artiste, genre, je peux-tu ajouter de l'information sur lui, je peux-tu créer son article? C'est comme, créer son article, c'est quand même une étape qui est un petit peu plus exigeante, mais si c'est ça qui t'intéresse, je vais t'accompagner à le faire. Ah, ça serait vraiment cool, puis après ça serait comme super intéressant à faire. Je leur donne un exemple, entre autres. Moi, c'est souvent ma défaite pour aller rencontrer des artistes après les spectacles en leur disant je vais faire votre photo, parce que souvent les photos des artistes sont horribles sur Wikipédia. Et ça me permet donc d'aller approcher les artistes. Donc, il y a beaucoup d'artistes québécois. C'est des photos de ma contribution. Je dis partage des connaissances, oui, en texte, mais comme je disais tantôt dans les contributions, ils ont également à déposer une image. Donc, dans Wikipédia, toutes les images qui sont déposées, en fait, les autrices, les auteurs, c'est les personnes qui doivent prendre leurs propres photos. Et là, ils sont un petit peu aussi déstabilisés à savoir, mais c'est qui l'auteur de la photo? C'est toi. Mais pourquoi c'est moi? C'est toi qui as pris la photo et c'est toi qui l'as déposée. Mais comment je fais pour savoir que c'est moi qui ai fait la photo? Mais ton pseudo va être associé à la photo. En même temps, ça nous permet de parler un petit peu de Creative Commons et de pouvoir dire que la photo qui est là, et ça fait partie un peu du prochain point, des retombées sur l'apprentissage, c'est une contribution aussi au bien commun puis au partage libre. Donc, la photo que vous déposez sur Wikipédia, elle devient en Creative Commons. Vous n'en cédez pas les droits, donc vous en êtes toujours l'autrice, l'auteur, vous en avez la paternité. Mais si jamais quelqu'un d'autre la réutilise, en principe, cette personne-là devrait vous citer. Donc, ça commence à les rendre aussi de plus en plus sensibles aux droits d'auteur, de pouvoir, surtout entre autres, en fait, dans toutes les disciplines à l'université, tout ce qu'on produit comme contenu, que ce soit du texte ou des images, ben, il y a un droit d'auteur qui est derrière, puis qu'on souhaite en fait que ce droit d'auteur-là soit respecté. Et une des retombées que je souhaite également, et je ne sais pas si un jour je vais le réaliser, c'est de pouvoir leur dire, l'expérience que vous faites là, dans le cours, dans votre première année de bac, peut-être que 5, 10, 12 personnes parmi vous vont continuer à travailler ensuite dans Wikipédia, on le souhaite. Toujours en considérant que vous avez des connaissances, que vous avez envie de redonner aussi ce savoir-là au bien commun, de donner aussi un portrait de votre réalité québécoise, canadienne, de vos voyages, de votre point de vue. Je reviens tout le temps aux exemples que Jean-Michel cite dans la vidéo, mais je leur dis, si vous voyagez, vous allez avoir un regard, entre autres par les photos ou par les informations que vous allez chercher, vous allez avoir un regard d'une personne au Québec en 2026, francophone, par exemple, sur une autre culture. Donc, ça peut devenir intéressant de pouvoir contribuer, si on veut, sur ces articles-là, par exemple, d'un pays étranger. Juste à titre de référence, la dernière expérience que j'ai faite l'année dernière, nous étions près de 103 contributrices et contributeurs en même temps. Donc, ça, c'était sur 3 périodes, en fait. Donc, c'était pas mon gros wikiton de party où est-ce qu'on mange des beignes puis on fait la fête. Ceci a engendré 906 articles modifiés. Donc, en 3 jours, il y a 906 articles qui étaient modifiés, si on veut, avec l'Université de Sherbrooke. Plus de 2000 références ajoutées
Donc, parfois, il y a des gens qui faisaient juste ajouter des références. Donc, toutes ces statistiques-là sont tirées, entre autres, des tableaux de bord que je vous parlais tantôt, qui sont un peu techniques, là, mais donc, on est capable, si on veut, comme enseignant aussi, dans ces expériences-là, de voir, comme je disais tantôt, oui, un classement des sujets les plus intéressants et les plus intéressés, mais également d'avoir des statistiques. Donc, quand j'ai rencontré, entre autres, ma directrice de département, quand j'ai eu mon blâme de l'étudiant qui s'était fait couper, j'ai présenté ça, puis elle a comme fait « Ah, ouais, je savais pas que nos étudiants contribuaient autant à Wikipédia. » Je fais comme ben, c'est ça un peu le but aussi en communication, de participer à la connaissance mondiale. Et pour terminer, 300 images téléversées. Donc, des images vraiment de toutes sortes. Là. Donc, ça, c'est juste pour un groupe. En fait, c'est 3 groupes. Donc, la cohorte complète des programmes en communication, première année 2025. Ensuite, je sais que vous attendez ça depuis le début. Les sujets les plus parlants pour ces personnes-là. Premier rang, Debbie Lynch-White. Aucune idée pourquoi. Je pense que l'année passée, elle avait une bonne année. Sananas, que je ne connais pas, qui est une influenceuse sur YouTube. L'artiste musical Freds, bien entendu. Les équipes de hockey ressortent de temps en temps. Dans les suggestions que je leur fais également, il y a, comme je disais, les municipalités. J'en dis tout le temps aussi, comme dans votre rôle d'étudiante et d'étudiant en communication, plusieurs d'entre vous peuvent travailler dans le secteur public et vous allez avoir peut-être à ajouter des informations sur vos universités, vos municipalités, etc. En leur disant tout le temps, je vous rappelle que dans les résultats de recherche, les premières choses qui sortent, c'est Wikipédia. Et de plus en plus, quand les gens posent des questions aux IA génératives, les données qui ont servi à alimenter ces agents-là, mais c'est Wikipédia. Bien entendu, l'année passée, c'était le centenaire de Jeannette, fait que ça sortait assez fort. Pierre-Luc Funk, Bécomo, Marie-Annick Lépine, qui avait lancé, je pense, son album aussi l'année dernière. Donc, les municipalités qui sont là aussi, là, le classement qui est là, c'était au niveau du score dans Wikipédia. Donc, dans Wikipédia, selon le nombre de caractères, le nombre de sources qui sont ajoutées, il y a un score qui est calculé. Et ça faisait partie, si on veut, des plus populaires. Au niveau des photos, bien entendu, on a à peu près n'importe quoi. Le sport est toujours, si on veut, assez marquant. Moi, parfois, je leur dis aussi, faites une photo de votre tasse de matcha. Donc, s'il n'y a pas de photos documentées, par exemple, du matcha sur Wikipédia, mais ça peut être une idée de contribuer. Je leur dis également tout le temps vos animaux de compagnie, surtout s'ils sont cute. Regardez ça, ce petit corgi-là, s'il est beau, petit mignon corgi chien. Et je leur montre également, et ça fait partie, dans toutes mes présentations PowerPoint, dans ce cours-là, j'ajoute tout le temps le crédit de la photo que je fais. Donc, les 3 personnes qui sont identifiées en bas sont les pseudos de Wikipédia. Ouais. Et bien entendu, on n'y échappera pas. On termine avec Osheaga qui faisait partie, si on veut, je pense, du top 10 des sujets les plus populaires auprès de ces jeunes-là. Merci. Donc, ça se termine avec Osheaga. J'ai dit merci, mais également, je suis ouvert à vos questions. Oui, merci beaucoup. Alors, il y a eu quelques échanges rigolos dans le clavardage. C'était bien apprécié lorsque vous parliez donc de beignes, de sucre. Le petit corgi qui n'avait pas l'air d'accord avec sa photo. Peut-être de rappeler également le 25e anniversaire de Wikipédia, un petit article que je viens de partager. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions pour M. Mélençon? N'hésitez pas à prendre le clavardage ou encore à ouvrir votre micro. Donc, Jean-Michel. Merci. Merci, Alain. C'était super intéressant. J'en ai appris encore plein de choses, même si on a eu l'occasion d'échanger beaucoup. Donc, moi, je serais intéressé de savoir, tu as parlé un peu d'IA à la fin. Moi, je me demandais, est-ce que, tu sais, dans le contexte actuel, là, toutes les pratiques d'enseignement sont bouleversées par l'IA. Est-ce que la pertinence ou la manière de le cadrer avec les étudiants, tu penses que ça change depuis l'arrivée, disons, ou du moins la démocratisation de l'IA? Si ça change, qu'est-ce qui change selon toi?
Puis, est-ce que dans toute la démarche là, que tu proposes, les étudiants, des fois, ils demandent d'utiliser l'IA, par exemple, pour la rédaction elle-même ou tout le processus de documentation bibliographique, etc. Comment toi, tu te positionnes par rapport à tout ça? Oui. Ben, à l'Université de Sherbrooke, dans nos plans de cours, on doit avoir, si on veut, le niveau d'utilisation de l'IA selon une échelle avec des critères assez bien identifiés. Moi, je présente ces critères-là dans le cours. La plupart des travaux préalables, mettons en Word, Excel, ils n'ont pas à créer du contenu. Ils prennent du contenu puis ils l'interprètent et tout. Dans le cas de Wikipédia, on a parlé cette semaine et j'avais la question de certaines personnes qui me disaient est-ce que je peux utiliser l'IA pour m'aider, si on veut, à faire la rédaction des contributions? Donc, souvent, c'est de la synthèse, en fait, c'est de l'écriture encyclopédique pour faire une synthèse, si on veut, d'un texte. Moi, je leur dis, oui, vous pouvez l'expérimenter en sachant très bien qu'il y en a plusieurs qui le font déjà, anyway, sans nécessairement l'annoncer. Et que si, justement, ça peut les aider à prendre un article, par exemple, une entrevue ou un article qui couvre une personnalité, mais d'être capable d'en faire ressortir les aspects les plus pertinents pour l'encyclopédie. Mais après ça, je leur dis aussi, c'est vous qui êtes responsable des ajoutés à Wikipédia. Et j'ai vu également dans le passé, avant même l'IDIA, ça je ne l'ai pas mentionné aussi, il arrive à l'occasion que lorsque les personnes font des contributions, leurs contributions sont révoquées. Et ça, j'aime ça leur faire peur un petit peu aussi dans la préparation, en leur disant, si vous faites du copier-coller, si vous faites du plagiat, ça va se savoir. Donc, il y a des robots, il y a des éditeurs qui sont sensibles à ça et qui vont les identifier. Et moi, je leur dis, vous allez avoir une belle petite coche rouge à côté de votre contribution. Donc, c'est pas juste, on pense que personne ne va le voir. Et je leur dis aussi, pas juste copier-coller à partir du numérique, mais également si vous copiez-coller à partir d'un ouvrage imprimé, ça peut se savoir. Donc, ce que je leur dis, c'est vous pouvez prendre l'IA justement pour vous aider à la rédaction, en sachant très bien que pour certaines personnes, maintenant, c'est rendu un outil qui est quand même assez utile, parce que sinon, ils se sentent, ils disent, je ne sais pas comment rédiger et tout. Et puisqu'on a vu également le style d'écriture encyclopédique, je leur dis de porter une attention particulière également à ce que l'IA va vous proposer. Parce que souvent, selon comment vous faites votre requête, votre prompt, mais l'IA peut ajouter des adverbes, des superlatifs, etc. Ce qui arrive assez souvent quand même. Et si vous ajoutez ça en fait dans vos contributions, ça va être visible. Et souvent, je leur montre également les bandeaux qu'on peut retrouver sur certains articles, où est-ce qu'il est écrit que, par exemple, soit l'article n'a pas suffisamment de sources, ou soit l'article a une tendance un peu promotionnelle. Je dis, ben, ça va être votre rôle également de rédactrice, de rédacteur, d'être attentif, si on veut, à l'utilisation de l'IA, qui de toute façon, je pense qu'elle va être assez importante. Je sais pas si ça répond un peu à la question. Oui, ça répond, puis tu vas beaucoup plus loin que je pensais que tu allais aller. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, il y a vraiment un biais très anti-IA dans la communauté Wiki, là. Donc, il y a plein d'usages qui ne sont pas déclarés. Mais moi, ça me questionne beaucoup sur quel est l'apprentissage véritable, tu sais, au-delà de j'ai compris. Tu sais, est-ce que j'ai vraiment compris ou l'IA comprend, donc je fais un copier-coller. Fait que, tu sais, il y a toute une discussion à avoir sur qu'est-ce que ça veut dire écrire puis apprendre à écrire, là, dans la mesure où on délègue énormément de choses là, dans ce que tu dis là, mais je pense que c'est une conversation à avoir. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, de les sensibiliser à ça et de leur dire que ça se voit s'ils utilisent. Ben, pas que ça se voit, mais ça va devenir un enjeu aussi. Oui, Véronique. Je vais faire du pouce un peu là-dessus. Comme je disais dans le chat, je suis un peu découragée en tant que chargée de cours en Ouais. rédaction qui disent je ne sais pas rédiger, hein, mais en même temps, je suis d'accord avec toi que ça. Même moi, dans mon approche dans mes cours de rédaction, je les incite à utiliser la reformulation, mais pas à déléguer complètement, comme Jean-Michel le dit, là, la rédaction à l'IA. On délègue aussi dans ce temps-là la compréhension, si on double valide pas. Puis moi, personnellement, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que ça crée aussi de la rédaction très édulcorée, très superficielle, puis c'est beaucoup moins engageant aussi souvent ce que l'IA va nous générer. Euh, Fait que moi, je serais pour l'outil de reformulation, c'est comme Antidote 12, par exemple. Des fois, quand on n'est pas sûr de savoir comment bien formuler notre idée, mais il faut que l'idée vienne quand même, de la personne, selon moi, là. Ben, Bon. ce que je leur mentionne également, c'est que si, par exemple, ils demandent un résumé d'un article de média,
Est-ce qu'ils vont être capables d'identifier aussi quelles seront les contributions qui sont pertinentes? Parce que l'IA peut résumer ça en disant, je sais pas, Philippe B a réalisé son album un soir d'inspiration, blablabla, mais cette information-là n'est pas de nature encyclopédique. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est l'album a été publié telle année, telle date. Donc, moi, souvent, c'est la règle des qui, quoi ou quand que je leur rappelle fréquemment. Et que je leur dis, si l'IA ne vous donne pas ça, posez-vous des questions. Et parfois, vous allez probablement peut-être perdre plus de temps à essayer de faire des prompts que de juste faire votre propre synthèse. Puis aussi de développer aussi cette compréhension-là que peut-être qu'un jour, vous allez être attaché de presse d'un artiste ou d'un politicien, puis que vous allez avoir soit un fonctionnaire ou un journaliste qui va vous interpeller en disant, là, le projet de loi de votre député, est-ce que vous pouvez me le résumer? C'est ça, c'est leur faire comprendre que c'est pas toutes les situations où l'IA est disponible et que parfois, il faut connaître son sujet au-delà de faire un résumé qui est généré par l'IA. Effectivement, Miguel. Puis peut-être aussi pour rajouter, mais je pense que c'est des initiatives comme vous le faites qui peut tranquillement redonner les lettres de noblesse à un outil qui est formateur, de la façon que vous l'utilisez, à force de sensibiliser les personnes à un bon usage de cet outil-là. Donc, on va se le réapproprier, puis je pense que c'est une bonne chose. Puis les statistiques parlent, comme vous dites, puis c'est agréable d'avoir la possibilité de faire un suivi de ces statistiques-là de participation, justement pour prouver que, regarde, les activités que je fais, bien, ça porte fruit. Oui, au niveau quantitatif, mais moi, comme je disais tantôt en introduction, c'est une réflexion sur le savoir que les étudiants peuvent générer. Quand j'enseigne en histoire, quand j'enseigne en communication, les articles sur lesquels ils travaillent sont très différents aussi. Donc, je me dis, c'est pour ça que je parlais un petit peu tantôt à Marianne, selon les disciplines, puis dans mon descriptif, je disais, au-delà de la discipline, je pense que les étudiants aussi peuvent contribuer selon leur champ d'intérêt. Donc là, je pense que j'avais une étude. C'est ça, fait que, oui, il y a occupation double, mais quelqu'un qui pourrait s'intéresser à, je sais pas, la psychologie. Je pense qu'il y a une étudiante justement qui m'a écrit hier en disant, là, vous nous avez montré des exemples d'artistes et tout, de joueurs de hockey, de personnalités publiques. Moi, je m'intéresse vraiment beaucoup à la psychologie. Est-ce que je peux écrire sur la psychologie? Ben, tout à fait, tant que vous avez des sources qui sont vérifiables aussi. Donc, c'est ça aussi à ne pas négliger. Fait que oui, Oshéaga, mais il y a aussi Spinoza. Aussi Occupation. Ben là, je suis allée voir, moi. Là. Je suis retournée aux sources, je suis allée voir Occupation double, puis je me suis dit en même temps, tu sais, décrire un phénomène socioculturel. Tu sais, fait que là, d'un coup, tu vois, t'as piqué ma curiosité, Alain. Ben oui. Puis là, t'es sur la page en anglais, en plus. Ben, en fait, moi, je suis sur la page en français. En français, c'est vrai que ça l'a mis dans ce que ça l'a mis dans le Teams, preview, c'est en anglais. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est très, très, très dynamique. Fait que là, des fois, ils se scoopent eux-mêmes dans Occupation double. Donc, j'ai des gros enjeux quand même d'apprentissage et de contribution dans mes cours. Alors, il nous reste 2 minutes de la présentation. Est-ce qu'il y avait des dernières questions? Il y a dans le chat aussi, il y a des articles savants sur Occupation double, et oui, c'est tout un phénomène social, alors pourquoi pas des articles scientifiques? J'inviterais, comme dans les podcasts, Jean-Michel, as-tu quelque chose à plugger avant qu'on se quitte? On disait tantôt, parce que Jean-Michel et moi, on travaille sur certains outils justement qui vont être disponibles pour le personnel enseignant. Puis je vais te laisser, Jean-Michel, si tu veux parler. Oui, je peux peut-être faire un petit pitch rapide. Donc, Alain, dans le cadre d'un projet qui est financé en partie par la Fabriquelle, là, on développe un MOOC, CLOM en français, même si une personne utilise l'expression. Donc, il va s'appeler Enseigner avec Wikipédia, qui va être publicisé prochainement. Et donc, Alain va participer dans le cadre de ce projet-là, notamment pour expliquer l'utilisation qu'il fait du tableau de bord et aussi offrir un témoignage de son utilisation de Wikipédia parce qu'on va avoir des témoignages de personnes enseignantes qui vont nous parler de leur manière d'utiliser Wikipédia. Puis moi, je trouve ça super intéressant parce que la manière qu'Alain l'utilise,
c'est complètement différent de parce que tout est fonction des objectifs qu'on a, du temps qu'on a, la discipline, etc. Donc, je pense que la démarche d'Alain va être très intéressante, puis d'autant plus qu'il va y avoir un témoignage audio, puis à côté, il va être associé finalement l'évaluation, les modalités d'enseignement, etc., puis comment il amène ça. Donc, je pense que ça va être un bel apport au projet, puis donc, rester à l'affût, là, ça va partir dans les réseaux ce printemps. Puis Excellent. aussi, à l'UQAM, il y a beaucoup d'outils aussi, justement, pour enseigner, là, que Jean-Michel a préparé sur... il a partagé le lien tantôt, mais je pense que je ferai une page référence à la fin de ma présentation, puis je vais les ajouter. Donc, à l'UQAM, il y a beaucoup de choses qui sont faites également dans différents cours, là. Merci. Il y a Véronique aussi dans le clavardage qui a partagé des activités. Et puis, pour terminer, pourquoi pas, de nouveau, le fameux calendrier du mois de l'éducation ouverte. Bien, écoutez, je crois que c'est sur ces derniers mots qu'on peut clore votre présentation. Merci infiniment, M. Mélenchon. Ça a été très agréable. Oh oui, Jean-Michel veut rajouter. Non, Allez-y. je voulais pas lever Non? ma main, je voulais simplement applaudir. Alors, on applaudit. Merci, M. Mélenchon. Et sur ce, écoutez, bon vendredi. Et puis, on reste à l'affût des activités dans Wikipédia. Merci à tous. Merci, Merci. Alain. Bonne journée. Au revoir. Bye. Merci.